Bonjour, il est 17h30 à Moscou et nous sommes très heureux de vous retrouver. La Russie nous réserve toujours des surprises et vous avez pu le voir ce week-end. C'est ce dont nous allons parler longuement aujourd'hui. Je remplace le président Chenesso qui est à Paris pour des réunions avec Pavel. Donc aujourd'hui, Arnaud et Igor, Arnaud qui est revenu, donc tu es rentré, et Arnaud qui est arrivé hier soir de Paris, donc tu es revenu au bon moment, Arnaud. Tu as rapporté la paix, exactement. Et Anne est à nos côtés pour remplacer du mieux qu'elle peut Pavel. Mais aujourd'hui, on va donc vous parler évidemment exclusivement de ce qui s'est passé ce week-end. On va commencer par Igor qui va vous raconter juste factuellement ce qui s'est passé et nous passerons ensuite la parole à Arnaud qui fera une analyse plus détaillée et nous répondrons bien évidemment à vous à vos questions. Donc Igor, la parole est à toi. Merci Emmanuel, bonjour à tous. Donc peut-être revenir sur des éléments de contexte pour comprendre un petit peu dans comment s'est déroulée cette journée folle de samedi. Donc on va commencer par rappeler quelques éléments factuels pour comprendre un petit peu les contextes dans lesquels ont pris place ces événements. Tout d'abord, en Russie, il n'existe pas de loi qui encadre l'activité des sociétés militaires privées, que le mercenariat est interdit par... Excuse-moi, on nous dit que le son est mauvais. Est-ce que les auditeurs peuvent nous confirmer ça? Le son est-il mauvais? Non, donc tout va bien. Ok, merci. Donc pas de loi pour encadrer l'activité des sociétés militaires privées et que depuis le mois d'octobre, enfin l'automne dernier, dira-t-on, il y avait de graves contentieux qui ont surgi entre messieurs Prigojine, patron fondateur de Wagner, et Sergueï Shoïgu, ministre de la Défense, qui étaient régulièrement pris à partie publiquement, ouvertement et violemment par le patron de Wagner dans ses vidéos régulières, des épisodes d'acrimonie qui ont l'apothéose était la bataille de Bakhmout, où M. Prigojine accusait le ministère de la Défense de ne pas lui fournir les munitions nécessaires, etc. Il s'en prenait donc régulièrement, ouvertement et comme je dis violemment à Sergueï Shoïgu et chef d'état-major Gerasimov. Et donc une situation comme ça qui s'est installée de tension, de contentieux entre ces hommes-là depuis l'automne dernier. La séquence s'est accélérée brusquement depuis une quinzaine de jours, puisque la semaine précédente, enfin celle du Forum international économique de Saint-Pétersbourg, eh bien, il y a eu plusieurs informations qui ont été de nature à faire comprendre à M. Prigojine que l'étau se resserrait autour de Wagner. J'en avais parlé ici lors des séances précédentes. La déclaration de M. Kartapolov, président du comité de la défense de la Douma, qui expliquait qu'un projet de loi allait être soumis en vue justement d'encadrer l'activité des sociétés militaires privées. Premier événement. Deuxième événement, relativement concomitamment, l'arrêté pris par le ministère de la Défense qui, en vertu duquel, à partir du 1er juillet, toutes les formations armées, milices et autres qui sont en opération en Ukraine doivent signer un contrat avec le ministère de la Défense, ce qui implique aussi en théorie Wagner. Et troisième moment, la session plénière à Saint-Pétersbourg avec le président Poutine qui clairement explique qu'il devrait y avoir une loi pour encadrer l'activité des sociétés militaires privées. Donc un bloc étatique finalement qui paraît assez compact et qui a pu pousser M. Prigojine à considérer qu'il était dos au mur, puisque lui a fait savoir qu'il refusait, on avait parlé là aussi, de signer quoi que ce soit avec le ministère de la Défense tant que c'était M. Shoïgu qui était aux affaires, et je l'avais cité dans ses posts Telegram, puisqu'il expliquait que si signer un contrat avec le ministère de la Défense avec M. Shoïgu, ça revenait à suivre le chemin de la honte, c'est le terme qu'il avait employé. Ce qui a mis, soi-disant, le feu aux poudres, c'est vendredi soir, bombardement attribué par Wagner à l'armée russe d'un camp d'entraînement de Wagner, avec une vidéo à l'appui, alors que j'ai regardé et qui paraît quand même très douteuse, sur laquelle en réalité on ne voit pas grand-chose. C'est quelqu'un qui court caméra à l'épaule à travers la forêt, on voit des arbres cassés, on voit des feux de bois par-ci par-là, mais en fait on voit rien.
et que l'on présente comme étant un camp d'entraînement de Wagner qui aurait été donc soi-disant bombardé par l'armée russe. Et donc, à partir de vendredi soir, les choses s'enchaînent. Des messages sur les canaux de Telegram pro-Wagner qui expliquent qu'on ne se laissera pas faire, que le ministère de la Défense ment au peuple, ment au président, etc. Donc, la machine se met en route, la machine communicationnelle dans laquelle Wagner excelle, se met en route et conduit donc aux événements de samedi. À ce stade-là, il est quand même bon de rappeler que dans son interview retentissante accordée à un blogueur il y a un mois dont on avait parlé ici, interview assez longue qui dure 1 heure, eh bien, il expliquait que tôt ou tard, il y aurait probablement une explication franche avec Monsieur Shoigu et que si cela était nécessaire, selon Monsieur Prigojine, eh bien, il n'hésiterait pas à se rendre à Fruzenskaya Naberezhna pour avoir cette discussion avec le ministère de la Défense, mais il avait pris soin de rajouter à l'époque que tout ceci aurait lieu dans les cadres de la loi. Et donc, ceci nous amène à la journée de samedi, avec, je pense que ça a été le cas un peu pour chacun d'entre nous, au lever, on découvre des nouvelles assez tonitruantes. On découvre que Wagner est en train de prendre le contrôle du centre-ville de Rostov, alors sans coup férir, en demeurant sans violence, mais en train de prendre le contrôle du centre-ville de Rostov. Monsieur Prigojine prend ses quartiers à l'état-major du district militaire sud. Aucun affrontement, quelques prises à partie qui sont filmées avec des habitants de Rostov qui vont s'adresser aux soldats aux miliciens de Wagner pour leur demander ce qu'ils font là, enfin des choses comme ça, mais rien véritablement aucun type de résistance, aucune forme de violence. Et on croit comprendre que l'objectif de Monsieur Prigojine, qui se filme d'ailleurs, qui se met en scène dans samedi matin, vidéos qui sont reliées donc sur les canaux Telegram pro-Wagner, Monsieur Prigojine explique qu'il s'agit tout simplement d'obtenir en gros la démission de Monsieur Shoigu et de Monsieur Gerasimov, tout du moins avoir une explication avec eux, mais on comprend que le but c'est obtenir leur départ. Et à partir de là, on comprend aussi qu'il y a ce qu'on appelle la colonne Wagner, en tout cas un convoi d'une centaine de véhicules qui prend la route de Moscou dès samedi matin. Centaines de véhicules, donc on peut dire en gros 1 millier d'hommes, principalement des pick-up, des véhicules blindés légers. On voit sur les vidéos également un Pantsir, donc un système de défense anti-aérien, quelques 4x4, qui donc prennent la route et avec, on signale en tout cas, des premiers accrochages à Voronezh entre les hélicoptères de l'armée russe qui se sont présentés, je dirais, dans le voisinage de cette colonne qui monte donc vers le nord en direction de Moscou. Parallèlement, le FSB décide d'ouvrir une enquête pour mutinerie contre Monsieur Prigojine, une enquête qui d'ailleurs n'est toujours pas abandonnée à l'heure où l'on parle, manifestement. Et toujours dans cette séquence, à 9h30, l'allocution du président Poutine enregistrée, qui est donc diffusée sur les principales chaînes télé, qui dure environ 5-6 minutes, dans lequel il passe un message de fermeté. Il parle de trahison, il parle de traître, de coups de poignard dans le dos. Il en appelle à l'unité du pays, aux responsabilités de chacun et explique que les responsables seront fermement punis en accord avec la loi. Il fait une comparaison également avec 1917, sur laquelle je ne vais pas m'arrêter. On pourra en reparler plus tard si vous le souhaitez. Suite à quoi, M. Prigojine refuse manifestement toujours de rentrer dans les rangs. Et donc, la journée se passe comme ça, j'allais dire en heure par heure. On était sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux pour essayer de suivre et comprendre ce qu'il se passe. Jalonné donc par ces quelques accrochages qui sont intervenus à Voronezh. Et en gros, alors que la colonne rentre dans la région de Lipetsk, eh bien, on apprend qu'un compromis est trouvé en fin d'après-midi grâce à la médiation soi-disant de Monsieur Loukachenko. Compromis donc qui est le fruit de plusieurs heures de négociations qui se déroulaient parallèlement à la progression de ce convoi Wagner vers la capitale russe. Qu'est-ce que l'on sait de ce compromis? Peu de choses. Disons que Monsieur Prigojine obtient une espèce de sauf-conduit, des garanties de sécurité pour lui et ses hommes pour qu'ils puissent quitter Rostov, qu'ils retournent dans leur camp, soi-disant, mais qu'il a vocation à poursuivre ses activités et sa carrière, dira-t-on, en Biélorussie. Que les hommes de Wagner qui le souhaitent pourront intégrer les rangs de l'armée régulière et donc signer des contrats
avec l'armée russe. Donc, on est passé d'un scénario perdant-perdant avec à la clé potentiellement un épilogue dramatique, violent et probablement sanglant, à un scénario qui est toujours a priori perdant-perdant, mais au moins dans lequel M. Prigojine sauve sa tête et dans lequel M. Loukachenko rend service au président russe en le tirant d'une situation quand même très embarrassante. Alors aujourd'hui, on ne sait pas trop où est M. Prigojine. Certains ont dit qu'il était dans la région de Lugansk, d'autres l'ont signalé pas plus tard que tout à l'heure à Minsk. Bon, en tout cas, il se fait relativement discret. On constate que les opérations de Wagner semblent reprendre comme si de rien n'avait été, puisque le QG de Wagner à Saint-Pétersbourg est toujours ouvert et fonctionne normalement, même s'il y a la présence de forces de police à côté. Les centres de recrutement en province semblent avoir repris leurs activités dès hier, d'ailleurs. Et donc, on dirait qu'il y a une sorte de retour à la normale qui semble s'installer. Parallèlement à ça, on comprend que la loi sur les sociétés militaires privées que j'évoquais auparavant est en cours d'élaboration et devrait être soumise dans les jours qui viennent à la Douma. Et d'autre part, il y a des rumeurs qui, pour l'instant, sont évidemment des rumeurs, mais qui font état de remaniements possibles à venir au sein du ministère de la Défense. Là, je rappelle que M. Prigojine avait dit qu'il était prêt à signer un contrat avec le ministère de la Défense, mais il était hors de question que cela arrive tant que M. Shoigu est aux affaires. Quelles ont été les conséquences de cette journée de samedi, disons du week-end, sur le champ de bataille? Là aussi, on va rester très général, mais en synthétisant, on pourrait dire que ça n'a pas eu vraiment de conséquences. En fait, ça n'a pas eu du tout. Mettons de côté toutes les fake news et le florilège de fausses informations qu'il y a eu samedi sur ce qui pouvait se passer sur le front. En réalité, les Ukrainiens qui sont sur une dynamique de contre-offensive n'ont manifestement pas été en mesure d'exploiter les éventuels flottements que cela aurait pu créer sur la ligne de front. En tout cas, il n'y a pas eu de changement de changements radicaux, j'allais dire, dans la dynamique que l'on constate depuis maintenant le début du mois de juin. La question, je passerai la parole à Arnaud, c'est de savoir finalement qu'attendait M. Prigojine, quels étaient les objectifs de M. Prigojine en lançant cette équipée sauvage et ce convoi sur Moscou. Merci beaucoup, Igor. Avant d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, je voudrais quand même souligner qu'il est trop tôt aujourd'hui pour évaluer les conséquences réelles de ces événements. Il faut laisser décanter. Ce que l'on peut dire avec assez de certitude, c'est que les événements de vendredi soir et de samedi constituent un choc pour le pays, pour le système, pour les élites et peut-être aussi pour une partie de la population. Nul ne sait d'ailleurs quelles conclusions tireront les uns et les autres de ces événements. Le statu quo me paraît improbable, malgré la force de l'inertie que l'on connaît bien en Russie. Alors, les objectifs de Prigojine, vous en avez parlé, Igor, ce n'était pas, me semble-t-il, de prendre le Kremlin, de prendre le pouvoir, ni de gouverner. En ce sens, on ne peut sans doute pas parler d'une tentative de coup d'État, mais plutôt d'une mutinerie. En revanche, il s'agissait évidemment d'obtenir la tête du ministre de la Défense et du chef d'état-major, messieurs Shoigu et Gerasimov. Il me semble que jusqu'au discours du président russe, c'est-à-dire jusqu'à samedi matin 9h, Prigojine espérait probablement que le chef de l'État lâche son ministre de la Défense, prenne tranche en faveur de Wagner. On peut penser que ça constituait une surprise, ce discours extrêmement dur du président russe. Dès lors, l'objectif principal était sans doute, passez-moi l'expression, de sauver sa peau, ce qui est acquis pour l'instant et ce qui paraissait très improbable samedi en milieu de journée. Encore une fois, restons prudents parce qu'on ne connaît pas la nature des accords négociés par le président biélorusse Loukachenko et l'impression qui prévalait ce matin, c'est-à-dire d'un Wagner en voie de marginalisation, voire de disparition en Russie. Je rappelle qu'à Moscou, par exemple, les panneaux d'affichage 4/3 ont été ou enlevés ou décollés dans la journée de samedi et par contraste, le retour au fonctionnement normal, en tout cas c'est ce qui est annoncé des bureaux de Wagner à Saint-Pétersbourg, envoie des messages tout à fait différents. Donc restons prudents à ce stade. Quelles conséquences pour
pour le système politique, pour les élites, quelles leçons tirer, qu'est-ce qui est important? D'abord qu'il n'y a pas eu de défection. D'abord, pas de défection d'unité militaire, même si certains affirment que des officiers avaient plus de sympathie pour Wagner, notamment il y a un certain détachement du GRU, de parachutistes. Bon, le fait est aucun régiment n'a basculé dans le camp des mutins. Autre signal important, la classe politique russe, avec plus ou moins de célérité, mais s'est engagée très explicitement derrière le président. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont les responsables de Crimée, des territoires du Donbass, des territoires nouvellement annexés, qui les premiers se sont déclarés pour Poutine, alors même que certains d'entre eux étaient connus pour leur proximité avec Wagner et monsieur Prigojine. Donc, pas de faille dans le système, ça c'est important. Mais peut-être, et même probablement, des doutes sur ce que signifie cette flambardée, comment on en est arrivé là. Il y aurait beaucoup à dire, comment on en est arrivé là, à ce fractionnement finalement de l'usage de la force en Russie. Sans doute, même sans aucun doute, le résultat des convenus militaires de l'automne dernier, dans l'urgence. Le Kremlin a décidé de confier, de déléguer, de sous-traiter à Wagner une partie des missions de défense. Aujourd'hui, évidemment, on voit que ça a un coût et ça comportait un risque important. Autre leçon, et je sais que le cher président fondateur n'est pas forcément d'accord avec moi sur le sujet, il me semble qu'à un moment, il n'y a pas eu de panique, mais il y a eu quand même la claire conscience chez l'ensemble des acteurs que Moscou n'était pas protégé, pas véritablement protégé, même si, encore une fois, il me semble que l'objectif de Prigojine n'était pas de prendre le Kremlin d'assaut. Autre interrogation, plus que conclusion à ce stade, comment va réagir la société russe, la population? Nous n'avons que peu d'éléments en réalité. On a quelques scènes filmées à Rostov, à proximité de l'état-major de la région militaire sud, où on a vu tout d'abord des loyalistes sortir, prendre à partie certains éléments de Wagner en leur disant « mais qu'est-ce que vous faites là finalement? Le président vient de parler, rentrez chez vous ». Et puis, un peu plus tard dans la journée de samedi, des partisans de Wagner, il y a eu quelques échauffourées, donc c'est pas vraiment clair en réalité. Il me semble que l'apathie qui a été cultivée, voire encouragée par le pouvoir russe, l'apathie politique de la population, peut devenir un facteur de vulnérabilité. Finalement, est-ce que la population, dans un moment critique, est prête à se mobiliser pour le pouvoir en place? C'est une interrogation. D'un point de vue militaire, Igor a répondu à la question. Il n'y a pas eu de conséquences à ce stade. Il faudra voir évidemment ce que ça veut dire pour le moral des troupes, ce que deviendront les hommes de Wagner, mais ça sera visible et compréhensible dans les jours et les semaines qui viennent. Alors, qui sont les gagnants et les perdants finalement de cette séquence folle de ces derniers jours? Quid de Prigojine? Si vous m'aviez demandé encore une fois en début d'après-midi, je vous aurais dit qu'il est assurément le perdant. Je pense que globalement, il est perdant. En tout cas, il est vivant, ce qui n'était pas acquis samedi. Quel est l'avenir de Wagner? On ne le sait pas. Je ne le sais pas à cette heure, donc je ne suis pas en mesure de répondre. Ni en Russie, ni à l'étranger, même si Igor dispose de quelques éléments très récents qui ont été livrés par le ministre Lavrov du Mali notamment et sur lesquels on va revenir. Quelles sont les garanties sur sa sécurité personnelle? Le fait que le parquet général n'ait pas encore clos l'instruction criminelle à son encontre est peut-être un signal. Je rappelle quand même qu'il y a eu une dizaine d'officiers russes qui ont été tués par les troupes de Wagner, notamment des pilotes d'hélicoptères. Il est possible aussi que M. Prigojine soit lui-même confronté à une forme de division dans ses rangs. Il n'est pas certain que tous les commandants de Wagner, toutes les troupes aient approuvé finalement ce coup de force, cette tentative de coup de force de samedi. Donc, encore une fois, restons prudents parce que les faits ne sont vraiment pas établis à ce stade. Vladimir Poutine, est-ce qu'il est affaibli? Est-ce qu'il est en déroute, comme on l'entend parfois sur les chaînes de télévision occidentales? Bon, il est clair que l'image de stabilité qu'il cherchait à projeter jusqu'à présent est très écornée. Alors, elle était écornée, cette stabilité, déjà depuis plusieurs mois, mais là, on franchit quand même un seuil. Le mythe de la verticale du pouvoir également
On a pris un coup avec cette tentative séditieuse. Il me semble que le plus important est ailleurs. Cette affaire de Wagner, ces événements de samedi illustrent l'échec dans la gestion du cas Prigojine, mais ça renvoie à quelque chose de plus général, à un mode de management de Vladimir Poutine. Ne pas trancher ou laisser en concurrence les clans, gagner du temps, jouer les uns contre les autres. Ça a pu fonctionner dans d'autres sujets, c'était extrêmement risqué en l'occurrence, et ça a abouti à un épisode gravissime, alors même, ça a été rappelé par Igor, qu'on voyait ces tensions monter depuis des semaines, voire des mois. Et donc le pourrissement de la situation était manifestement une mauvaise stratégie, une stratégie dangereuse pour l'État russe. Autre conclusion ou première analyse, ou interrogation là encore, quelle sera au sein des élites finalement l'appréciation de ce revirement de Vladimir Poutine entre la matinée de samedi, où il tient un discours extrêmement dur, il part de 1917, où très clairement le message c'est « je ne serai pas Nicolas II, la Russie va tenir et les traîtres n'ont qu'à bien se tenir ». Et le soir, où finalement, on a l'impression qu'il est prêt à passer l'éponge, à laisser partir M. Prigojine et amnistier largement. Est-ce que ce sera perçu comme un signe de faiblesse ou au contraire comme un signe de grande sagesse ayant permis d'éviter un bain de sang à Rostov et sans doute à Moscou? La question est ouverte. Quels sont les gagnants évidents ou relatifs ou possibles de cette séquence? Loukachenko, très clairement Alexandre Loukachenko, dont je rappelle quand même qu'à l'été 2023, il semblait aux abois. Il y avait 1 million de personnes dans les rues de Minsk. À l'époque, Vladimir Poutine lui sauve la mise, il faut dire les choses comme elles sont, en menaçant d'intervenir ou en laissant planer ce doute. Eh bien, aujourd'hui, Alexandre Loukachenko se rend indispensable en tirant la Russie et son président d'une situation potentiellement très dangereuse. Donc, Loukachenko retrouve des marges de manœuvre, redevient un intermédiaire, retrouve une image d'intermédiaire possible, y compris peut-être pour l'Occident et les Ukrainiens. En tout cas, il a très très vite senti le profit qu'il pouvait tirer de cette situation, et on peut penser que la direction russe lui en est reconnaissant. Autre vainqueur, me semble-t-il, le plus discret, Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie, qui, sans surprise, a manifesté sa loyauté envers le Kremlin et il a joint le geste à la parole. Ce sont des unités de la garde nationale issues de Tchétchénie qui, dès le samedi matin, ont commencé à faire route vers Rostov et, peut-être plus important, vers la région de Moscou, et on a appris que certaines unités étaient postées à Kolomna. Donc, si les choses étaient allées plus loin, ça aurait été les forces tchétchènes qui auraient tenté d'arrêter les colonnes Wagner à l'approche de Moscou. Alors, pourquoi cette réaction? On peut imaginer un aspect psychologique. On sait que Ramzan Kadyrov conçoit une dette filiale envers Vladimir Poutine. Depuis l'assassinat de son père en mai 2004, on a tous à l'esprit cette scène au Kremlin lorsque Kadyrov, fils complètement hébété par la mort d'Ahmad Kadyrov, est pris dans ses bras par Vladimir Poutine. Il y a une relation très personnelle et très forte, très émotionnelle entre les deux hommes. Je me permets d'ajouter quand même que dans le contexte actuel, le contexte c'est quoi? C'est une armée privée a tenté de marcher sur la capitale, était en mesure de créer des éléments très graves. Je me demande si le fait que ce soit justement les bataillons tchétchènes en dernier recours, si ça ne va malgré tout pas, à moyen terme, susciter une réflexion sur la Tchétchénie elle-même, sur Kadyrov et sur le risque potentiel. Si on regarde froidement les choses, c'est le seul dirigeant qui dispose finalement d'une armée. Autre gagnant de plus en plus discret, et c'est à suivre, je suis moins catégorique, en tout cas on évoque la personnalité du gouverneur de Toula, monsieur Dioumine. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a été un des gardes du corps de Vladimir Poutine jusqu'en 2007, un de ses aides de camp plus précisément,
Il a été également vice-ministre de la Défense. Il a joué un rôle décisif dans l'exfiltration du président Yanukovych fin février 2014 vers la Crimée. Semble-t-il, ça n'a pas été confirmé par le Kremlin, semble-t-il, il a pris son téléphone pour essayer de ramener les uns et les autres à la raison dans la journée de samedi. Et la rumeur lui prête des perspectives ministérielles. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui estiment que le moment venu, il pourrait être nommé ministre de la Défense en remplacement de Sergueï Shoïgu. Alors, quelles sont les questions en suspens? Quels sont les scénarios possibles? Il y a encore beaucoup d'inconnus à l'heure où on vous parle. D'abord, que va faire Vladimir Poutine? Est-ce qu'il peut ne rien faire, par exemple? Retourner à la normale, entre guillemets, ne pas trancher, ne pas renvoyer de ministre, ne pas faire de remaniement. Ça me paraît improbable. Tout aussi improbable me paraît le scénario d'un remaniement immédiat à chaud qui pourrait accréditer l'hypothèse que finalement il agit sous la pression de M. Prigojine. À suivre. Aujourd'hui, en tout cas, il répare en public et il y aura une réunion au ministère de la Défense ce soir. Est-ce que les événements de samedi peuvent provoquer une réflexion et une inflexion plus générale sur l'Ukraine, sur le conflit? Est-ce que ça peut générer une demande de paix finalement au sein du système, la paix pour préserver le régime? Intuitivement, je n'y crois pas trop, même s'il y a une inquiétude réelle chez certains acteurs économiques et probablement chez certains membres du gouvernement que l'on a aperçu aujourd'hui, qui avaient l'air très fatigués manifestement, qui ont passé un très mauvais week-end. Est-ce qu'il peut y avoir une tentation de la normalité pour préserver la Roublevka? Encore une fois, c'est possible, mais ça ne me paraît pas le plus probable. Est-ce que, comme le pense par exemple le rédacteur en chef de la Nezavisima Gazette, ce grand quotidien russe, quotidien historique, le scénario imaginé pour 2024 est remis en cause? Entre d'autres termes, est-ce que Vladimir Poutine pourrait être amené à renoncer à se représenter, car finalement très affaibli après cet épisode, affaibli surtout aux yeux des acteurs russes qui ne verraient plus en lui une garantie suffisante? Encore une fois, ça me paraît un peu prématuré. À mon sens, aujourd'hui, Vladimir Poutine reste la clé de voûte du système. Il a vocation à se représenter. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que les événements de ce week-end précipitent quelque part le processus de transition, dans le sens, par exemple, où certaines personnes qui paraissaient centrales, qui paraissaient puissantes, qui paraissaient incontournables, eh bien, ne le sont plus aux yeux non seulement de la population, mais également aux yeux du président et aux yeux des autres membres de l'élite. Donc, il y a eu un événement d'accélération, une accélération de la séquence politique dont l'issue n'est pas encore claire, elle ne peut pas l'être aujourd'hui par définition. Merci beaucoup Arnaud, on va te repasser la parole Igor, mais avant de repasser la parole, tu as dit plein de choses intéressantes et intelligentes, bien évidemment Arnaud, mais une chose que tu nous as dit assez clairement, c'est que et que l'on ressent ici, qu'on a ressenti dès samedi, c'est que c'était pas une tentative de coup d'État. À Moscou, c'était assez clair. Évidemment, quand on écoutait les télévisions occidentales, on ne parlait que de ça. Mais il n'y a pas eu de remise en cause de pouvoir. Le pouvoir n'a pas vacillé, en tout cas, pour ces raisons-là. Non, le pouvoir n'a pas vacillé, mais on aurait pu aboutir à une situation assez paradoxale où les Wagner, ne voulant pas prendre le pouvoir à Moscou, arrivent à Moscou, finalement, parce que je veux dire, l'arrière est assez dégarni. Il aurait pu se passer des choses. Et le poids symbolique, évidemment, d'une entrée des Wagner dans Moscou aurait été dévastateur. Donc, le pouvoir n'a pas été menacé, mais comment dire, le fonctionnement antérieur ne me paraît plus possible. Encore une fois, il y a eu quelque chose qui s'est cassé. Il y a des choses qui paraissaient impossibles et qui manifestement l'étaient.
Et c'est l'ampleur de cette faille qui reste à mesurer. Encore une fois, Poutine n'a jamais été en danger. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la suite des événements politiques. Est-ce qu'il y aura une inflexion dans les objectifs en Ukraine? Est-ce qu'il y aura des changements d'hommes, des changements de méthode? Est-ce qu'il y aura, si vous voulez, jusqu'à présent, Poutine est très flou. Il parle depuis le 24 février de démilitarisation. Il dit que les objectifs seront atteints, mais on ne sait pas vraiment comment, à quelle échéance. Et ce flou, finalement, crée de l'incertitude qui peut se retourner contre le pouvoir. Et je pense maintenant, il y a une demande, qui n'est pas encore formulée explicitement, mais il y a une demande un peu partout. Population, les pro-Poutine, les hyper-loyalismes, et d'avoir un cap, essayer de comprendre finalement où va la Russie. C'est un vaste sujet. Mais encore une question avant de te passer la parole, Igor, mais on nous dit justement à partir du moment où ce n'est pas une tentative de coup d'État, ne pas bombarder les positions et les colonnes de Wagner n'a-t-il pas été plutôt intelligent? Enfin, est-ce qu'il aurait fallu le faire et ne pas les laisser monter? Disons que tout dépend de ce qui se passait réellement. Il est possible et même probable, maintenant on peut l'affirmer, qu'il y avait des négociations, on ne sait pas qui négociait avec qui. Mais évidemment, bombarder une colonne de Wagner aurait abouti à couper les ponts finalement. Et là le scénario, c'était de devoir réduire, alors peut-être pas 25 000 hommes en armes comme l'affirme Wagner, mais plusieurs milliers, des gens qui savent se battre. Évidemment, là pour le coup, un assaut par exemple à la Fort Chabrol, puissance 10 ou 50 dans le centre de Rostov, aurait abouti réellement à une désorganisation du front. Donc, oui, ce choix a été fait, il était risqué, il n'était pas évident parce que, comme je l'ai rappelé, les Wagner ont abattu 3 hélicoptères au moins, 3 hélicoptères militaires de l'armée, plus un avion avec 10 officiers à bord. Donc, le choix de la modération était peut-être celui de la sagesse, mais il n'allait pas de soi. Donc, c'est remarquable, effectivement. Mais est-ce que justement ce choix de la négociation n'était pas un peu imposé à partir du moment où les troupes de Kadyrov sont entrées dans le jeu? Parce que un affrontement du côté de Moscou ou pas très loin entre les troupes de Kadyrov et celles de Prigojine, ça risquait de tourner au massacre quand même. Alors, évidemment, un affrontement de ce type entre les meilleures unités, entre les unités les plus aguerries à disposition de la Russie, c'était finalement 1917, évoqué par Poutine. C'était le scénario de la guerre civile. En tout cas, on s'en approchait. On a d'autres questions sur le sujet, mais on va passer la parole à Igor à nouveau qui va nous redonner d'autres précisions et on reviendra sur les questions, bien évidemment. Merci. Ouais, alors je vais conclure cette première phase du briefing en parlant un peu des conséquences internationales ou tout du moins du volet international de cette crise. Alors, tout d'abord rappeler que samedi, Vladimir Poutine a eu beaucoup d'entretiens téléphoniques avec ses homologues à l'étranger. Il s'est entretenu évidemment avec M. Loukachenko, on en a parlé, avec le Premier ministre arménien, M. Pachinian, avec des dirigeants d'Asie centrale. Il a également eu le président iranien par téléphone et, de manière peut-être plus intéressante, le président turc lui a témoigné tout le soutien qu'il a porté donc dans cet épisode de samedi et M. Erdogan s'est dit disponible pour proposer une médiation, en tout cas essayer de calmer les choses. Et donc là, il y avait un écho à ce qui s'était passé en 2016, lorsqu'il y a eu la tentative de coup d'État. Alors pour le coup, là, c'était un coup d'État raté contre M. Erdogan à l'été 2016, où là, Vladimir Poutine avait été un des premiers dirigeants étrangers à témoigner de sa solidarité avec M. Erdogan et donc à le soutenir. Un renvoi, quelque part, un clin d'œil à l'histoire récente. Au niveau toujours international, peut-être rappeler aussi que quelques réactions, alors celle des États-Unis qui prétendent avoir eu vent des plans de Wagner vers la mi-juin. Ils l'auraient gardé pour eux, visiblement. Et autre réaction, celle de la Chine qui minimise la portée de l'incident et qui donc cherche finalement à calmer le jeu.
Quant aux conséquences de cet épisode pour Wagner, comme Arnaud l'a dit, on est encore à chaud, on est encore dans l'actualité en réalité. Hein, donc il est c'est compliqué de faire des hypothèses, mais c'est vrai que la question que tout le monde se pose, ça va être quid des activités de Wagner, notamment en Afrique, et en gros, reverra-t-on Wagner sur le champ de bataille en Ukraine? Bon, ce qu'on peut dire relativement prudemment à cette heure-ci, c'est que le Wagner qu'on a connu jusqu'à vendredi dernier, a priori, n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y aura des changements qui vont intervenir. Déjà, le fait que partie de la structure semble déménager en Biélorussie, se mettre au vert en Biélorussie, en quelque sorte. Qui est une loi qui est dans les tuyaux, qui va être promulguée dans le courant de l'été pour encadrer l'activité de sociétés militaires privées en Russie. Alors, évidemment, on peut dire c'est de la façade, tout va continuer, mais il semblerait quand même que c'était un des sujets du litige qui a conduit quand même aux événements de samedi et que donc il y aura une forme de reprise en main, tout du moins au plan juridique, des activités de Wagner, ce qui va changer un petit peu sa façon de fonctionner. Cela dit, j'ai quand même l'intuition que personne, ni Wagner, ni les autorités russes, n'ont à gagner à chercher à couper les ailes de Wagner en Afrique ou au Moyen-Orient. Wagner, en bon petit soldat, fait le travail en Afrique, au Moyen-Orient depuis plusieurs années pour pousser ce qui est perçu comme étant les intérêts de la Russie dans ces régions. Et par conséquent, il n'y a aucune raison, à mon avis, de changer la formule à ce stade. D'ailleurs, M. Lavrov, pas plus tard qu'il y a une heure ou deux, a expliqué que les choses allaient se poursuivre aussi bien au Mali que à Bangui ou ailleurs, et qu'il était hors de question de fermer les activités de Wagner dans ces régions-là. Donc, il faudra surveiller quelles vont être les évolutions à la fois structurelles de la société, mais aussi ses activités. Est-ce qu'on la reverra sur le champ de bataille ukrainien? Si les choses sont à mal tourner sur le front pour la Russie, je pense que oui, assez naturellement, on devrait revoir Wagner sur le champ de bataille. Et pour terminer sur ce point-là, toujours sur l'Afrique, ce qui serait intéressant de comprendre, c'est quelle était la perception vue d'Afrique, vue des capitales africaines, et particulièrement auprès des partenaires de Wagner, de cette situation samedi. Comment est-ce qu'ils ont apprécié, la distance, les choses? Comment tout ceci a été évalué depuis Bamako, Bangui et ces autres capitales où Wagner a prospéré. À un mois du sommet Russie-Afrique, exactement. On va revenir un peu sur ce qui s'est passé à Rostov. Une première question là-dessus, c'est comment ont-ils pu prendre le QG aussi facilement de Rostov? C'est très simple, c'est qu'il n'y a pas eu de résistance. C'est-à-dire que ni les gardes frontières, à la limite, parce que ce n'est plus une frontière interétatique selon les lois russes, mais entre les régions de Donetsk et de Rostov, personne n'a ouvert le feu. Hein. Et les militaires qui étaient stationnés à proximité et dans l'état-major non plus. Donc, tout simplement, le choix a été fait de ne pas combattre. Alors, comment expliquer qu'une colonne de 1000 hommes, même équipés, ait pu inquiéter les responsables? Alors, d'abord, c'est peut-être plus de 1000, hein, c'est peut-être 2000, 3000. Il semblerait quand même qu'il y avait beaucoup de matériel. Ils étaient équipés d'armes lourdes. Il y avait quand même quelques chars. Il y avait des systèmes anti-aériens. Hein. Les avions que j'ai évoqués ont été abattus, et les hélicoptères ont été abattus à Voronezh. Et là, la réputation de Wagner a joué en faveur de cette folle équipée. C'est-à-dire que les gens savent que Wagner, c'est du sérieux, entre guillemets, d'un point de vue militaire. Donc, vous n'arrêtez pas ces gens-là avec des policiers de la route. N'aurait-on pas pu les arrêter avec des Sukhoi rapidement? Moi, j'ai tendance à penser que l'épisode de Voronezh, avec effectivement la destruction on parle d'une demi-douzaine d'hélicoptères plus d'un avion, et effectivement donc des morts parmi une partie des équipages. Je pense que ces appareils n'avaient pas été nécessairement envoyés pour détruire la colonne, mais quand on regarde dans le timing, ça se produit en milieu de journée, début d'après-midi. Il y a manifestement, on l'a su a posteriori, des négociations qui étaient engagées. Alors, qui devaient être évidemment difficiles. Et je pense que ces hélicoptères étaient plutôt là pour faire de l'intimidation, de la dissuasion, mais pas forcément pour engager la cible. Je rappelle qu'il y a quand même une centaine de véhicules et il y avait 2 hélicoptères d'assaut. Alors, ils peuvent faire des dégâts, mais sur place, il y avait quand même des dispositifs de défense antiaérienne de courte portée. Il y avait du Pantsir aussi, qui est un peu plus robuste. Mais je pense que ils étaient d'abord là pour faire de l'intimidation et essayer peut-être de rappeler à la raison cette colonne, de la stopper, de la ralentir, mais pas forcément pour l'engager. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces négociations justement qui avaient cours,
et que si on avait détruit cette colonne, c'était la porte vers l'inconnu. Qu'est-ce qui se passe derrière? Quelle aurait été la réaction de M. Prigojine à Rostov? Est-ce que derrière, ça voulait dire la prise d'assaut de Rostov par les Tchétchènes? Enfin, on revient au scénario qu'évoquait Arnaud avant. La destruction de la colonne, à mon sens, si elle avait dû intervenir, si elle était intervenue, elle aurait a eu lieu beaucoup plus haut dans la région de Lipetsk, voire déjà dans la région de Moscou, mais le symbole aurait été très fort, évidemment. Et là, il y aurait eu, Emmanuel, les Sukhoi que tu évoques, mais ça voulait dire que les négociations ont échoué et qu'on est donc dans le mur, en fait. Et là, ça aurait été l'épilogue, à mon avis, sanglant et le scénario perdant-perdant, catastrophique, qui a été heureusement évité. Ce qu'on n'aurait pas souhaité. Donc, en fait, si les colonnes a pu avancer, mais d'abord, elle était encore très loin de Moscou, parce que j'ai entendu qu'ils étaient à 50 km de Moscou. Ils n'ont jamais été à 50 km de Moscou. Ils étaient très loin de Moscou, à plusieurs centaines de kilomètres. Et donc, s'ils n'ont pas été attaqués, c'est parce qu'effectivement, les négociations étaient en cours. Le matériel appartient-il à Wagner ou à l'armée? Bon, Wagner n'a pas acheté sur le marché, sur le bazar de Rostov, c'est certain. Non, ce sont des matériels qui appartenaient à l'armée et que l'armée a fourni à Wagner depuis l'automne dernier pour mener des opérations de combat. Donc, bon, je dirais le titre de propriété n'a pas beaucoup d'importance. La vérité, c'est qu'il provient des stocks de l'armée et qu'il a été fourni à Wagner. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs aussi, et l'une des rumeurs, outre le fait que les États-Unis étaient derrière, mais on n'y croit pas, mais une autre, c'est que Kiev soit aussi été informé et que Prigojine avait négocié avec Kiev. Alors, doit-on écarter la possibilité d'un scénario préparé pour approcher Prigojine de Kiev via Minsk? Nous demande-t-on. On peut tout imaginer. Il est vrai que depuis 18 mois ou presque, on va de surprise en surprise. Donc, restons humbles et prudents. Mais je ne crois pas. Enfin, l'Ukraine peut tirer profit. Peut-être qu'elle fera dans les jours qui viennent de cet épisode. Elle n'est pas derrière. Elle n'est pas derrière ce qui s'est passé quand ça, une grande machination entre Poutine et Prigojine pour se débarrasser de Shoigu ou d'autres. Ça ne paraît pas vraiment crédible. Vous imaginez les risques. D'abord, il y a des morts, et puis ça aurait pu vraiment dégénérer. Donc tout ça paraît. Alors on ne prête qu'aux riches, évidemment, en Russie. Finalement, la Russie, l'un des rares sujets où à propos duquel le complotisme, même en Occident, est toléré. Il n'est pas de mauvais ton, finalement. Mais je crois que parfois les explications les plus simples sont aussi les plus crédibles. Encore une fois, il s'est passé quelque chose de grave qui aurait pu dégénérer. Il n'est pas terminé, dont on ne verra pas les conséquences, mais il y a eu un complot, manifestement, mais pas celui-ci. À mon avis, si jamais les Ukrainiens avaient eu vent de cette journée de samedi, de ce qui allait se passer, ils en auraient tiré beaucoup mieux parti sur le front samedi. Quand on voit ce qui s'est passé sur le front, en tout cas ce qu'on peut en voir d'ici, on a quand même plutôt le sentiment qu'ils ont été un peu comme tous pris au dépourvu par la situation et donc tout simplement n'ont pas eu le temps de mettre en place quoi que ce soit pour essayer d'exploiter cette situation. Mais une fois encore, il n'y a pas eu, contrairement aux fake news qui se sont répandus sur les réseaux, il n'y a pas eu de flottement, de retournement d'unité, de défection, je ne sais pas quoi sur le front. On n'a rien constaté de tout ça, en tout cas, une fois de plus, de ce que l'on peut observer modestement depuis Moscou. Ce qui veut dire aussi, si les Américains savaient vraiment, ce qu'ils ne l'ont pas dit aux Ukrainiens, si les Américains savaient vraiment 10 jours à l'avance que Prigojine allait préparer quelque chose, ils n'ont pas passé l'information aux Ukrainiens. Autre question, mais qui provient de l'un de nos auditeurs fidèles en France, mais question que j'ai entendue à la télévision, donc elle est normale. Est-ce une machination préparée entre Poutine et Prigojine? Non, on a répondu, dit Arnaud. Non, ce n'est pas une, mais c'est une question, évidemment. On en entend encore parler aujourd'hui à la télévision française. Donc, Arnaud la traite d'un revers de main. Non, j'allais juste dire pour compléter, mais enfin synthétiser ce qu'a dit Arnaud, ça me paraît peu probable et peu plausible. Oui, je suis entièrement d'accord. On nous demande aussi, ça c'est aussi une hypothèse, mais j'y crois pas trop, mais certains disent qu'en fait c'est une action de magie pour pousser les Ukrainiens à sortir tous les bataillons, car ces derniers temps, les Ukrainiens ont des pertes chaque fois qu'ils entreprennent quelque chose. Donc, ça aurait pu permettre de détruire plus rapidement l'armée ukrainienne. Mais là, je pense que c'est de la fantaisie, là.
On nous demande aussi si Wagner part en Biélorusse, serait-ce une façon de mettre Prigojine comme successeur de Loukachenko? Bon, là, je trouve que nos auditeurs ont beaucoup d'imagination, peut-être perturbés par ce qui s'est passé ce week-end. Et on entend aussi dire, je l'ai lu dans la presse britannique ce matin, que ce pourrait être un grand coup monté pour permettre à Prigojine de se rapprocher de Kiev. Parce que on se souvient qu'en février 2022, l'offensive contre Kiev était partie de Biélorussie. Wagner sera en Biélorussie, donc c'est une grande manœuvre. Bon, pour répondre à la question, non, Loukachenko, d'abord, n'a pas très envie de partir. Et pour la Russie, non, c'est quelque chose qui ne paraît pas très sérieux. Merci, ça me permet de compléter. Il y a des gens qui, en tout cas, semblent prendre ça au sérieux, la présence de M. Prigojine en Biélorussie, c'est les voisins polonais et les voisins baltes. C'est-à-dire où ils font semblant de s'en inquiéter, où ils s'en inquiètent vraiment, ça après, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les réactions internationales qu'il y a eu, c'est du côté de Varsovie et de la Lituanie, des décisions qui ont été prises de renforcer ou de consolider la frontière avec la Biélorussie suite à l'apparition d'un voisin aussi malveillant et gênant que M. Prigojine. Donc ça, c'est voilà une des réactions qu'on a vues hier. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On le saura assez rapidement. Après, il y a d'autres événements qui prennent place en ce moment dans les pays baltes avec l'annonce par l'Allemagne du déploiement d'un bataillon, de 3000 hommes et le renforcement de la présence militaire allemande. Ça, c'est lié à d'autres événements. C'est lié au sommet de l'OTAN qui approche dans quelques jours. C'est lié au fait que les Allemands ne veulent pas de transfert des actifs, de saisie, de séquestration des actifs russes et de transfert ces actifs russes à l'Ukraine, au fait qu'il n'y aura pas de membership dans l'OTAN qui sera accordé à l'Ukraine, que le fast track pour l'Union européenne est aussi quand même douteux, et donc j'allais dire une sorte de compensation, en tout cas pour équilibrer toutes ces positions-là, eh bien, il y a évidemment une implication, me semble-t-il, plus importante de l'Allemagne à attendre dans les pays baltes. Mais ce n'est pas nécessairement à relier à ce qui s'est passé samedi. Et en se basant en Biélorussie, pensez-vous que Prigojine pourrait tenter de travailler en Afrique pour le compte d'autres États? On me dit Chine, par exemple, c'est pas en Afrique, hein, et plus seulement avec la Russie. Les autres États, il faudrait voir lesquels. Les Chinois, ils ont leurs sociétés militaires privées qui font leurs affaires. En réalité, la plupart des États qui pourraient prétendre travailler en Afrique et avoir besoin des services de M. Prigojine, me semble-t-il, ont déjà les outils qu'il faut pour ça. Alors évidemment, c'est pas les mêmes, mais est-ce qu'ils souhaitent avoir des outils aussi spécifiques, dira-t-on, que Wagner à leur service? J'en suis pas certain, parce qu'il y a évidemment toujours le risque de préjudice réputationnel et puis bon, tout ce qui va avec. Donc je pense pas. Je pense que ça va rester un outil régalien qui ne dit pas son nom, en fait, qui va évoluer dans la zone grise dans laquelle il évolue très bien, dans laquelle il prospère depuis des années, qu'il y aura une mue qui va être faite sur l'habillage. Est-ce que Wagner va devenir une société biélorusse, par exemple? Je sais pas, on peut imaginer que le problème a été déplacé de la Russie, le problème Prigojine déplacé de la Russie à la Biélorussie, qu'il s'installe là-bas et qu'il prenne ses distances, mais qu'en revanche, les activités déployées une fois de plus, me semble-t-il, en Afrique et au Moyen-Orient n'ont pas vocation, et ça a été dit encore tout à l'heure par Lavrov, à être remises en question, parce que ce serait du perdant-perdant, mais alors là, sur toute la ligne, aussi bien les autorités que Prigojine. Sur l'avenir de Prigojine, il y a une interview intéressante de Darius Rochebin, le journaliste de LCI, qui avait interviewé Vladimir Poutine il y a quelques mois, et il lui demandait s'il pouvait pardonner. Et Poutine lui a dit oui, je peux à peu près tout pardonner, sauf les traîtres. Et Darius Rochebin a retweeté cette interview récemment. Donc on peut imaginer qu'effectivement, connaissant Vladimir Poutine, il puisse pardonner beaucoup de choses, mais pas ça. Donc on va voir, ça va être intéressant de voir quel est le futur de Prigojine. Si je peux me permettre une petite remarque, il me semble, c'est très subjectif évidemment, que la tonalité du discours de Vladimir Poutine samedi matin s'explique en partie, au-delà de la gravité de la situation, par le fait qu'il ait ressenti ce qui s'est passé comme une trahison personnelle. Et ce qu'on peut ajouter aussi, c'est qu'en ce moment même, enfin en tout cas il y a quelques minutes, M. Prigojine a publié une nouvelle vidéo d'une dizaine de minutes
dont nous n'avons pas encore pu prendre connaissance. Donc, on vous la signale, mais nous ne sommes pas en mesure de l'analyser ni de la commenter. J'allais le dire parce que tu venais de me le montrer, Arnaud, mais effectivement, Prigojine vient de prendre la parole, donc vous pouvez certainement le retrouver sur les réseaux sociaux. On nous dit finalement le risque vécu ce week-end de renversement de Poutine. Il y a peu eu de risque de renversement de Poutine ce week-end. Lui a redonné une valeur aux yeux des Occidentaux. Il vaut mieux Poutine que l'on connaît qu'un autre dirigeant inconnu et instable à la tête d'un pays nucléaire. Poutine n'est-il pas l'externe, en tout cas, un éventuel gagnant de cet épisode? À l'externe, Je ne suis pas certain. Oui, sans doute cette réflexion sur ça pourrait être pire, le vrai chaos russe, avec un Prigojine doté de l'arme nucléaire. Peut-être que cette réflexion a fait son chemin dans certaines chancelleries occidentales. Ce que l'on entend, c'est un peu différent quand même. Alors, par exemple, en France, M. Macron a plutôt souligné les divisions que révèle cet épisode. C'était pas forcément sur le mode de l'inquiétude. Ce qui était peut-être deux points d'éclairage. Il y a eu des réunions, enfin, Stoltenberg qui a expliqué que c'était les affaires internes de la Russie et que il suivait évidemment tout ce qui se passait parce que c'était quand même grave, mais surtout la réaction des États-Unis, puisque bon, j'ai expliqué le fait qu'ils prétendaient avoir eu vent de ces informations, mais une des autres réactions, ça a été dès samedi de dire qu'ils allaient annuler de nouvelles sanctions qu'ils comptaient prendre contre Wagner pour, disent-ils, ne pas donner l'impression que moralement ils sont du côté de Poutine et de la Russie. Donc, ce qui veut dire que, a priori, ce qui est supposé dans la question de la personne n'est pas forcément vrai pour les Américains, puisque ils ne veulent, voilà, c'est un petit peu ça. On va pas mettre de sanctions contre Wagner. Alors, je croyais que Wagner était déjà toutes les sanctions possibles et imaginables. Visiblement, il restait des choses à sanctionner. Et bon, c'est gratuit, il affirmait qu'on va pas les prendre, on ne sait pas ce qu'elle est pris par définition, parce qu'on ne veut pas donner l'impression que l'on prend parti de M. Poutine dans l'histoire. ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que Poutine, effectivement, qui a réagi extrêmement fortement samedi matin, et Arnaud a très bien, et Igor aussi, a très bien expliqué le renversement de situation. Il y a une négociation. Donc aujourd'hui, les choses se sont calmées et je pense pas qu'on puisse, enfin, on n'a pas de peur particulière en Russie. J'ai une question pour toi, Anne, parce que Igor était ce week-end à la campagne, donc je suis même pas sûr que tu aies aperçu quoi que ce soit. Arnaud était dans les avions samedi et dimanche, et toi, Anne, tu étais à Moscou. Voilà. Alors, as-tu eu peur? As-tu à un moment pensé que le pouvoir allait vaciller? As-tu à un moment pensé qu'il fallait que tu quittes Moscou au plus vite par tes propres moyens? J'aurais été là, bien évidemment, mais as-tu eu peur? J'ai pas vraiment eu peur. D'abord, pour une fois, je m'étais autorisé une grasse matinée, donc je l'ai appris. Il était presque 9 heures par un appel de France. Bon, je comprenais pas trop ce qui arrivait. Après, je me suis évidemment renseigné. Non, j'ai pas vraiment eu peur parce que je sais pas. D'abord autour de moi, mes amis, les gens que je connais dans mon quartier, tout était calme. Donc il y avait cette éventuelle montée sur Moscou, mais j'ai pas été véritablement inquiète. Je sais que j'ai des amis, mais ça c'est typique dès qu'il y a un petit problème en Russie qui m'ont téléphoné en me disant il faut faire des provisions. Non, des Russes aussi. Ah oui, beaucoup. Faut faire des provisions. Est-ce que tu as fait des provisions? Ben non, je n'ai pas fait de provisions. Ben t'es inconsciente. Ben, tant pis. Mais c'est systématique. Hein. Je me rappelle très bien quand il y avait eu mai 68 en France, pas en Russie bien sûr. Les Russes téléphonaient à leurs amis en France en disant est-ce que vous avez fait des stocks, est-ce que vous avez fait des provisions. Donc c'est tout dès qu'il y a un peu quelque chose de cafouilleux, un genre de danger, on pense tout de suite à la guerre civile, aux provisions et à la révolution. Bon, en tout cas, on constate que tes grasses matinées s'arrêtent à 9 heures. Nous n'avons pas les mêmes notions des grasses matinées, Anne.
Donc tout va bien pour l'instant à Moscou. Enfin, Moscou j'ai été dehors toute la journée, samedi et dimanche. Et il y avait vraiment rien dans la rue qui dénotait. Et aujourd'hui non plus. Donc, je crois que nous n'avons plus de questions. Merci vraiment beaucoup Arnaud et Igor pour leur éclairage. Oui. Tu as là un message de Pavel, oui, qui est en France, comme tu l'as dit, mais qui est toujours bien renseigné, et qui dit que, attention, les talibans envahissent Moscou. Donc, il faut quand même, là encore, est-ce que c'est une fake, est-ce que c'est sérieux? Mais de la part de Pavel, c'est toujours assez sérieux. Et alors, il précise une chose qui est très étonnante, c'est qu'ils ne sont pas en treillis, ils sont en short. Et donc, je vois pas très bien, on comprend pas très bien. Mais merci Anne pour ces précisions. Si tu les rencontres, surtout dis-le nous parce qu'ils vont te mettre une burqa. Anne, je crois que tu as des petits messages avant qu'on finisse. Donc. Les petits messages habituels, revenons sur des choses sérieuses et régulières. Vous pouvez, bien sûr, on aura un briefing, comme toujours, jeudi prochain, à 17h30 heure de Moscou, 16h30 heure française. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos des briefings sur le compte YouTube. La hotline pour les sociétés membres de la CCIFR est à votre disposition aussi. Les newsletters auxquels vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux, Telegram, Twitter, LinkedIn, et la CCIFR est à vos côtés, comme toujours. Tenez bon, et nous, on essaie de tenir bon aussi. Voilà, merci encore pour votre participation. À jeudi prochain, et effectivement, tenez bon.